Nous avons eu l'occasion de nous rendre à Donetsk entre le 9 et le 13 mai de cette année, à la fois dans le cadre humanitaire avec l'association qui était fondée par Nicolas Mirkovitch Ouest-Est, qui aide notamment les orphelinats et les écoles dans le Donbass. Et nous avons également été invités par les autorités locales, comme ça avait déjà été le cas les 2 années précédentes, pour participer aux fêtes de mai, puisque rappelons qu'au mois de mai, le Donbass, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, eh bien, célèbrent à la fois le 9 mai, donc la victoire contre les nazis, et également le 11 mai, qui est l'anniversaire du référendum où ils ont proclamé en fait leur indépendance et leur volonté d'être rattachés à la Russie. Alors, évidemment, tout ne s'est pas passé comme les habitants du Donbass l'auraient voulu, mais malgré tout, eh bien, ce que nous avons pu constater sur place, c'est que petit à petit, ce que nous avions également constaté d'ailleurs l'année dernière et les 2 années précédentes, eh bien, c'est que les administrations se mettent en place et fonctionnent de mieux en mieux, et qu'il y a une véritable volonté à Donetsk, finalement, de fonctionner comme un véritable État et de réussir dans la République populaire de Donetsk ou dans la République populaire de Lugansk, ce que Kiev, jusqu'à aujourd'hui, est incapable de faire dans le reste de l'Ukraine. Malgré un budget forcément limité, eh bien, la République populaire de Donetsk s'efforce de fournir à ses habitants la même chose que l'on peut trouver en Russie, et notamment la gratuité des soins médicaux qui n'existe plus depuis que Kiev s'est soumis au diktat du FMI en échange d'une aide internationale. Et à tel point que finalement s'est créé dans la République populaire de Donetsk eh bien, un tourisme médical, puisque les autorités de Donetsk mettent un point d'honneur à soutenir les habitants du Donbass dans la partie occupée par Kiev et à leur fournir, s'ils arrivent à se déplacer jusqu'à Donetsk, eh bien, la médecine gratuite, les opérations. Il y a même eu des choses particulières qui ont été faites justement pour les célébrations du 9 mai vis-à-vis des vétérans, puisque une prime financière a été donnée justement à ces vétérans. Et pour leur éviter d'aller jusqu'à Donetsk, eh bien, les autorités de la République populaire de Donetsk ont organisé un système où ils pouvaient en fait venir chercher leur enveloppe à la frontière justement entre la partie occupée par Kiev et la partie de la République populaire de Donetsk. Nous avons eu l'occasion de rencontrer donc les autorités locales, notamment bien le président Zakharchenko, et nous allons bientôt publier sur stratpol.com l'interview de Natalia Nikonorova, que nous avions interviewée il y a 2 ans, qui est donc la ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk. Et donc c'est une longue interview qui fait 1 heure, donc nous la mettrons en ligne en 2 parties, le temps de la sous-titrer, et qui nous a permis d'avoir une idée à peu près claire de la situation, en fait, notamment de la négociation avec l'Ukraine, avec Kiev, sur l'exécution des accords de Minsk. Alors, pour résumer dans cette vidéo cet entretien que nous avons eu et que nous allons mettre en ligne, eh bien, les accords de Minsk sont au point mort. En dehors de la partie d'échange de prisonniers qui a été pour partie réalisée, puisque dans les accords de Minsk, il est question d'une amnistie complète que Kiev n'a pas faite et d'un échange de tous les prisonniers. Sous la pression allemande, eh bien, finalement, il y a quelques mois, une partie des prisonniers a été échangée, mais on est loin encore de l'exécution des accords de Minsk. Tous les autres points des accords de Minsk ne sont pas respectés, comme bien sûr le changement de la constitution ukrainienne, que de toute manière, et nous l'avons vu dans nos vidéos précédentes, Kiev n'est pas en mesure de réaliser, puisque le Parlement ukrainien est tenu sous la coupe des nazis, et que donc, si jamais il était question de modifier la constitution pour créer une autonomie pour les régions du Donbass, eh bien tout ça, bien sûr, provoquerait un soulèvement et des menaces physiques, en fait, en quelque sorte, un deuxième Maïdan. Donc, bien sûr, comme il n'y a pas d'exécution de ce changement constitutionnel, il n'y a pas non plus, encore une fois, d'amnistie, eh bien, il ne peut pas y avoir d'élection, et donc il ne peut pas y avoir de restitution de la frontière à l'Ukraine, la frontière donc avec la Russie. Et il est important là de souligner que ni la France ni l'Allemagne ne font leur travail, puisque c'était eux qui étaient censés
faire pression sur Kiev pour qu'il respecte les accords de Minsk. Et rappelons-le également, l'article 9 des accords de Minsk est très clair. La frontière avec la Russie doit être restituée à l'Ukraine quand le changement constitutionnel aura eu lieu, des élections locales auront eu lieu et une amnistie complète. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que notamment si vous allez sur la page, par exemple Wikipédia des accords de Minsk, qu'elle soit en anglais ou en français, eh bien l'article 9 est amputé de cette partie conditionnelle. Ce qui montre clairement que les Occidentaux ne veulent pas respecter les accords de Minsk et qu'on observe notamment eh bien, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian, qui au lieu de faire pression sur Kiev, comme c'est sa mission, comme c'est l'esprit des accords de Minsk, eh bien, on fait pression sur la Russie. Alors que dans les accords de Minsk, les choses sont claires, c'est que la Russie, elle, son rôle est de faire pression sur les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ce qu'elle fait. Puisque, par exemple, ce que nous avons constaté, notamment en DNR, donc en République populaire de Donetsk, c'est que, en fait, si on demande l'avis à la population, plus personne ne veut revenir dans l'Ukraine. Et il est fortement vraisemblable que dans tout le reste du Donbass, y compris celui occupé par Kiev, eh bien, personne ne veut rester en Ukraine. Donc, et malgré tout, les autorités, vous le verrez notamment dans l'interview avec Nicolas Nikonorova, eh bien, les autorités, elles, sont prêtes à accepter malgré tout l'exécution des accords de Minsk et donc de rester dans l'Ukraine. Ce qui veut dire qu'en fait la Russie remplit parfaitement sa fonction de pression sur la DNR pour qu'elle accepte quelque chose dont finalement... Quand on parle aux gens en DNR ou en LNR, eh bien, nous nous apercevons que plus personne ne croit à l'idée ukrainienne. Voilà, tout ça est terminé. Mais malgré tout, les autorités, eh bien, contraintes par la Russie, qui elle veut respecter absolument les accords de Minsk, eh bien, est prête à l'accepter. Donc encore une fois, la France et l'Allemagne, et ça c'est aussi quelque chose que nous avons constaté en discutant avec les personnes sur place, la France et l'Allemagne ont abandonné leur rôle dans les accords de Minsk et l'ont transféré, se sont soumises comme d'habitude à Washington. Et finalement celui qui décide pour Kiev de ce qui va se passer, c'est Kurt Volker, qui a été nommé par Donald Trump pour être son représentant spécial dans l'Ukraine. Kurt Volker qui ne s'est jamais déplacé de l'autre côté de la frontière des républiques populaires. Hein. Il n'a jamais mis les pieds à Donetsk, qui ne sait pas ce qui s'y passe, et qui reste dans son idée fumeuse de déployer des casques bleus donc, dans le Donbass. Mais bien sûr, lui voudrait, comme Kiev, les déployer dans la totalité du Donbass, alors que la Russie est d'accord pour les déployer justement sur cette frontière, dans le cadre de protection des représentants de l'OSCE. Donc, bien sûr, rien ne fonctionne dans ces accords, et la responsabilité entière est du côté de Kiev et du côté de la France et de l'Allemagne, qui ont choisi finalement bien de se coucher par rapport à la pression que met Washington. La stratégie de Washington, elle est assez claire, c'est qu'en fait, c'est à peu près la même qu'en Syrie. Washington n'a pas de solution pour l'Ukraine. Washington ne sait pas comment empêcher la Russie de gagner en Ukraine, ni de gagner en Syrie d'ailleurs. Et donc la solution est de maintenir finalement le pourrissement de la situation jusqu'à ce que peut-être une solution apparaisse et peut-être que grâce aux sanctions, la Russie finalement capitule, ce qui est bien sûr absolument grotesque. Hein. Jamais la Russie ne capitulera ni sur la Syrie, ni sur l'Ukraine, ni sur les accords avec l'Iran. Donc finalement, eh bien, aujourd'hui, comme dans à peu près le reste des zones de conflit dans le monde, Washington n'est pas la solution, mais le problème principal. Pour revenir plus particulièrement aux entretiens et l'impression que nous avons eue eh bien, de cette République populaire de Donetsk, on sent une prise d'assurance très, très significative. Autant on s'était habitué eh bien, depuis les accords de Minsk à entendre les autorités de la République populaire de Donetsk nous annoncer que l'Ukraine allait bientôt lancer une grande offensive, etc., le mois prochain, la semaine suivante. Aujourd'hui, on sent beaucoup plus d'assurance, y compris dans le domaine militaire. Finalement, la République populaire de Donetsk se dit que l'Ukraine ne peut pas les envahir. Alors, il y a sans doute différentes raisons pour cela. Il y en a une, c'est que contrairement à ce que proclame Kiev, eh bien, l'armée ukrainienne s'est peut-être améliorée du point de vue technique, et encore, ça reste à prouver. N'oublions pas que ceux qui conseillent l'armée ukrainienne, eh bien, ce sont les unités de l'OTAN. Or, la guerre qui s'est passée dans le Donbass n'a rien à voir avec un conflit
otanien habituel, notamment où il y a une supériorité aérienne totale, comme par exemple ce fut le cas pendant la guerre en Irak, des troupes américaines. Voilà. L'armée ukrainienne est une armée sans aviation, l'armée ukrainienne est une armée sans flotte, ce qui pourrait avoir du sens dans la mesure où eh bien, une partie du territoire libéré du Donbass eh bien, est côtier vis-à-vis de la mer d'Azov. Eh bien, tout cela eh bien, finalement fait que les États-Unis ont finalement peu d'expérience à communiquer pour un conflit qui rappelle plutôt Verdun que la Deuxième Guerre mondiale. Une des autres raisons qui explique aussi cette assurance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, c'est le fait qu'ils sont persuadés que la Russie interviendra si par hasard eh bien, l'offensive kievienne pouvait avoir du succès. Et il est évident qu'en fait, c'est le problème en fait, contre-productif des sanctions contre la Russie, c'est que finalement aujourd'hui la Russie considère qu'elle elle va vivre dans les sanctions, du côté américain en tout cas, pour encore des années et des années, et que finalement, un peu plus, un peu moins, c'est pas ça qui va changer le dessin de la Russie. Donc il est évident que si par hasard Kiev lance une offensive massive, s'il trouve les ressources, si les ressources sont délivrées par l'OTAN, et bien dans ce cas, les troupes ukrainiennes seront écrasées sous les bombardements russes. Voilà ce dont finalement sont persuadés les dirigeants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые действия, наступательные. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно людей запугать, которые живут на этих территориях, в Донбассе, в ЛНР, ДНР. Мы видим, что там происходит, и видим, как люди это все переносят. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше. Посмотрим, как будет ситуация развиваться. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы она была разрешена в рамках Минского процесса и Минских договоренностей. Ajoutons à cela que, faute donc de recrues de la population ukrainienne, eh bien finalement, l'Ukraine a fait appel à des mercenaires baltes ou polonais en nombre important, ce qui fait que, comme toutes les troupes mercenaires, on ne sait pas quel est le potentiel combatif. On aura d'un côté des soldats qui ne veulent pas se battre. Hein, d'après les chiffres officiels ukrainiens, eh bien, depuis le début de l'année, on a eu 30 suicides, dont 24 sur la ligne de front. Donc, comme on sait que l'Ukraine, justement, Kiev a tendance à limiter, à mentir sur les chiffres qu'elle donne, on peut imaginer ce que ça peut donner, que le faible niveau du moral eh bien, de ces troupes ukrainiennes sur le front.